mon cher Mathieu? Toujours. Alors, mon cher Mathieu, on en avait un peu parlé hier et c'est très intéressant de s'arrêter sur ce sujet. Tout le monde lit Harry Potter. Tout le monde a lu Harry Potter. Tout le monde a vu un film d'Harry Potter. On apprenait hier dans le Daily Mail que J.K. Rowling, auteur de cette saga, ne sera pas convié à la célébration organisée pour marquer le 20e anniversaire du premier film Harry Potter à la télévision, dont, comme je disais, nous savons qu'elle est l'auteur. Mais tous les acteurs, quand même, seront de la fête. Alors, quand même, on a envie de comprendre comment expliquer une telle incongruité. Alors, on peut dire que J.K. Rowling n'a pas été invitée à son propre anniversaire. C'est-à-dire, on le sait, elle est à l'origine de cette œuvre qui a véritablement marqué les 20 dernières années, davantage Harry Potter. Ça a façonné l'imaginaire de toute une génération, peut-être deux. Ça a plu non seulement aux enfants, mais souvent aux parents. Les films ont eu une portée exceptionnelle. Donc, normalement, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit de la fête, à ce qu'elle soit la figure centrale de la fête pour célébrer les 20 ans du premier film Harry Potter. Mais elle ne sera pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que depuis un an, un peu plus d'un an, J.K. Rowling est au cœur d'une controverse dans le monde anglo-saxon, une controverse presque planétaire, où on l'accuse de transphobie. Pourquoi l'accuse-t-on de transphobie? Parce qu'elle a soutenu qu'on ne dit pas personne avec des menstruations, on dit femme. Alors, spontanément, vous pourriez me dire, mais où est le scandale? Et en plus, si j'ai bien compris, pardon, elle a même dit qu'elle s'étonne, voilà, elle n'a même pas été très claire, très ferme là-dessus. Elle a même dit qu'elle défend, pardonnez-moi, je m'introduis dans votre... Non, vous avez raison. Elle n'a même pas été très ferme dans cette définition. Non. Elle a dit qu'elle défend en plus la liberté de chacun. Mais bien sûr, elle était dans une ligne assez minimaliste quand même. Mais la ligne minimaliste, c'est-à-dire on ne dit pas personne avec menstruation, on dit femme, cette ligne minimaliste est en fait une transgression du dogme central aujourd'hui, qui est un dogme religieux au cœur de l'idéologie transradicale, qui consiste à dire, on l'a souvent évoqué ici, qu'on peut décider librement, pleinement de son identité de genre sans aucun lien avec notre identité sexuelle, biologique, corporelle, charnelle. De ce point de vue, finalement, c'est la mélenchonisation des esprits planétaires. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon qui veut inscrire dans la Constitution française le choix de genre. Mais voilà l'autodétermination du genre. J.K. Rowling rappelant que néanmoins, d'un certain point de vue, peut-être pourrions-nous affirmer discrètement, tendrement, que le sexe a une dimension mord quand même minimalement sur le genre, que finalement notre corps sexué pèse dans la définition de notre identité. Elle nous disait doucement, ne croyant pas faire scandale. Eh bien, elle a fait scandale. Alors là, ce qui est arrivé ensuite, c'est assez fascinant, c'est que dans les mois qui ont suivi, plusieurs des acteurs de Harry Potter se sont désolidarisés de J.K. Rowling pour marquer leur hostilité à son endroit, ou à tout le moins pour marquer une véritable distance, parce qu'elle avait véritablement transgressé le dogme. Je le redis, dogme religieux. On touche ici à une conception nouvelle de l'être humain. On touche ici une conception de l'être humain en rupture profondément avec ce qu'on pourrait appeler la mémoire plurimillénaire de l'humanité, avec l'anthropologie plurimillénaire de l'humanité. Une nouvelle idée de l'être humain arrive, et ceux qui ne sont pas d'accord avec cette nouvelle idée sont les transphobes. Plus encore, non seulement certains se sont dissociés d'elle, mais même un de des acteurs a senti le besoin, pour laver sa réputation, laver son âme, souillée par les propos de J.K. Rowling, de devenir lui-même militant de la cause trans, pour témoigner de son adhésion, justement, à ce programme d'émancipation nouveau. Et il a dit, oui, bon, j'aime beaucoup J.K. Rowling, elle a beaucoup de talent, elle a du génie, mais quand même, il y a des choses absolument inacceptables qu'elle a osé dire. On ne dit pas personne avec des menstruations, on dit femme. Non, il y a quand même, on ne va pas aller trop loin, il y a des limites à tout dire. Alors là, il s'est dissocié. Autrement dit, j'y reviens parce que c'est la figure centrale, l'auteur de l'œuvre n'est pas invité à son propre anniversaire. On décide finalement de la biffer du film. Il y aura néanmoins dans le film des images d'archives, hein, une dernière trace du réel, dernière trace du passé, mais elle n'est pas conviée, elle n'est pas la bienvenue. Ne peut-on pas y voir une manifestation, comme vous dites, on efface le passé, de la cancel culture dont on parle souvent? Oui, la cancel culture dont on parle souvent, la culture de l'annulation, la culture du bannissement, avec raison, avec raison. C'est pas pour rien qu'on en parle aussi souvent ici, parce que nous sommes au cœur de la tempête révolutionnaire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en ce moment, on ne décrit pas quelque chose de l'extérieur, lointain, qui n'engage pas nos vies. Nous sommes les témoins de la révolution et d'une révolution particulièrement brutale. Et si nous nommons pas ce que nous voyons, cette révolution qui veut justement faire disparaître de l'espace public tout ce qui la contredit, qui veut transformer en proscrit, en paria, en monstre, en infréquentable, ceux qui n'applaudissent pas les dogmes qu'elle propose, qui veut véritablement condamner à la mort sociale, qui veut condamner à la mort économique, lorsque c'est possible, ceux qui n'en
n'embrasse pas ces dogmes, mais si on ne décrit pas ça, on passe à côté des enjeux centraux, des questions centrales de notre époque, en fait, cette révolution qui s'impose aujourd'hui en broyant véritablement tout ce qui, dans l'espace public, la heurte. Donc, on parle de statues, souvent, on parle de chansons, on parle, donc, cette fois-ci, d'une œuvre. Il s'agit, oui, de cette espèce de culture de l'annulation qui ne cesse de se radicaliser, qui se déploie. Non, mais quand je pense que c'est toute sa vie, quand je pense la puissance de cette femme et de voir qu'elle est dépossédée de sa propre œuvre, oui. Ça fait réfléchir. Alors, est-ce que ça ne va pas encore plus loin, mon cher? Absolument, absolument. Il faut se souvenir de ce point de vue de l'Union soviétique. Hein? Vous savez, cette expérience historique dont on a retenu insuffisamment de leçons. Il existait dans l'Union soviétique, l'URSS, il existait une telle chose que l'encyclopédie soviétique. Et l'encyclopédie soviétique, c'était une espèce de marqueur intéressant pour comprendre comment évoluait le régime. Quand une personnalité commençait à déplaire parce que, bon, il avait dévié de la ligne ou Staline ne l'aimait plus, hein, et ça pouvait arriver de temps en temps, ça, quelques millions de fois. Bon. Eh bien, quand une personnalité ne plaisait plus, lorsqu'une figure du régime était déclassée, eh bien, qu'est-ce qui arrivait? On pouvait la biffer de l'encyclopédie soviétique, tout simplement. On la biffait du dictionnaire, on la biffait de l'encyclopédie. Il n'existait plus au présent, mais il n'existait plus au passé. Il y avait aussi un service de modification des photos, ça, c'était assez intéressant. Tiens, une photo, et là, il y a ce personnage sur cette photo historique qui, aujourd'hui, est considéré comme un contre-révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on fait? Service technique soviétique, bonsoir! Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on biffait le personnage, on faisait tout ce qu'on pouvait pour effacer jusqu'à la trace de son existence. Et ça nous conduit à ce génie remarquable de la pensée politique au XXe siècle, George Orwell. Orwell, dans 1984, nous dit... Et là, il y a une formule, je vais la citer exactement parce qu'elle est magnifique. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Autrement dit, la maîtrise du passé, la possibilité de maîtriser les codes qui viennent du passé, l'héritage, le patrimoine, les représentations venues d'hier. Celui qui maîtrise les codes du passé maîtrise le futur. Pourquoi? Parce qu'il détermine complètement les paramètres mentaux qui sont les nôtres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'espèce de guerre menée sur les représentations passées, la guerre qui porte sur l'histoire, souvent, sur des personnages historiques. J'ai envie de vous demander, comment peut-on s'octroyer ce droit? Ah, mais justement, ça, c'est le propre de la psychologie totalitaire. Je crois qu'on a insuffisamment réfléchi à l'héritage du totalitarisme dans nos sociétés. On a cru les Soviétiques sont tombés, le mur de Berlin est tombé, le totalitarisme est mort. Mais non, la tentation totalitaire hante la modernité. J'appelle ça quelquefois de manière un peu forte la tentation luciférienne de la modernité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la tentation totalitaire? C'est cette idée de soumettre le monde intégralement à une seule idée. Et tous doivent s'y soumettre. Et non seulement s'y soumettre, mais en plus s'y rallier dans l'enthousiasme. Et il faut non seulement soumettre le présent, mais il faut soumettre le futur, mais plus encore le passé. Parce que la maîtrise intégrale du passé, c'est là que l'esprit de toute puissance d'un homme qui se croit Dieu, mais qui en fait veut abolir le monde croyant le sauver, c'est là qu'elle se dévoile. Pourquoi? Parce que si vous avez le pouvoir de faire en sorte que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé, c'est que vous vous prenez en fait pour le créateur et vous décidez de réécrire le passé, de l'abolir tout simplement. C'est le propre du totalitarisme. Jean Clair l'avait noté dans ses carnets un jour en disant que la marque distinctive de l'esprit totalitaire, c'est pas la maîtrise absolue du présent, c'est la maîtrise absolue du passé. Dès lors, quand on se permet aujourd'hui de biffer au moment de la commémoration l'auteur, l'autrice, pourrait-on même dire, J.K. Rowling, qui soit dit en passant n'est pas une réactionnaire de conviction. Hein. On est devant une femme de gauche tout à fait honorable, simplement qu'elle n'a pas suivi les évolutions du progressisme obligatoire. Donc, passe à droite sans le vouloir. Eh bien, qu'est-ce qui arrive avec ça? Eh bien, c'est le propre de la psychologie totalitaire qui se réactive aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y a pas de goulag, évidemment qu'il n'y a pas de goulag aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de KGB, évidemment qu'il n'y a pas de KGB aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les codes, le contrôle idéologique, le principe de la police politique, le bannissement, la volonté de condamner à la mort sociale, de réécrire les œuvres, de bannir les œuvres. La tentation totalitaire est de retour et prend le visage de la culture woke. Et pourtant, de manière étonnante, ils sont de plus en plus nombreux à contester l'existence même de l'idéologie woke. Ah, ça c'est formidable. Alors, on nous fait toujours le coup, on nous explique, mais le mouvement woke, mais le wokisme n'existe pas. En fait, il y a deux possibilités. Que c'est inventé par l'extrême droite. Toujours. Ben, c'est comme l'insécurité d'ailleurs. L'insécurité, c'est inventé par l'extrême droite qui désigne des réalités qui, puisqu'elles sont nommées médiatiquement, deviennent soudainement dangereuses. Reprenez. Alors, non, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire comme l'insécurité. Tant que l'extrême droite, comme ils appellent ça, c'est-à-dire l'extrême droite, un peu tout ce qui est à droite de Michel Rocard, nomme une réalité, alors là, soudainement, celui qui nomme la réalité,
dans ce cas-là l'insécurité, est accusé de la créer, et donc de créer un sentiment paranoïaque, anxiogène, et finalement, il ne faut pas lutter contre l'insécurité, mais contre celui qui la dénonce. On connaît le système. Eh bien, la logique woke fonctionne ainsi. Elle bannit, elle censure, elle interdit, elle multiplie les oukases, les dictats, les condamnations à mort sociale, mais elle dit qu'elle n'existe pas. Ou alors, autre version, elle nous dit oui, nous existons, mais c'est formidable et c'est très bien. Donc, elle alterne entre nous existons et nous n'existons pas. Mais c'est toujours la même chose. La théorie du genre, apparemment, n'existait pas. On a même entendu au Québec, vous me permettrez de le dire, le pays du multiculturalisme ultra, on a eu des éditorialistes chez nous pour dire que le multiculturalisme n'existait pas. Et donc là, maintenant, la culture woke n'existe pas. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que ces gens-là nous disent, d'ailleurs, très peu de gens se revendiquent woke, mais ce sont les mêmes qui, au même moment, n'hésitent pas à associer à l'extrême droite tous ceux qu'ils n'aiment pas. Je connais très peu de gens, moi, qui se revendiquent de l'extrême droite, mais eux utilisent cette étiquette tout le temps. Je ne leur connaissais pas une telle pudeur de gazelle lorsque venait le temps de dénoncer leurs adversaires, mais lorsque le mot woke, finalement, se retourne contre eux, parce qu'ils le revendiquaient il y a très peu de temps, eh bien maintenant, puisque c'est un terme qui est connoté négativement, ils disent, mais ça n'existe pas, d'aucune manière, circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, le bannissement a lieu et J.K. Rowling ne sera pas invitée à son anniversaire. Dimitri, on fait un tour de table. Dimitri, mais pourquoi les gens disent-ils que ça n'existe pas? Parce que je pense